Combien d'Américains faut-il tuer pour que nous répondions qu'il ne faut pas attendre 100 des leurs pour un des nôtres, peut-être 1000, et immédiatement? 2 soldats américains et un interprète ont été tués en Syrie. Ce ne sont pas des statistiques abstraites, ce sont 3 personnes concrètes à qui notre pays avait promis protection. Et une partie de cette protection consiste à faire en sorte que, s'il leur arrive quelque chose de mauvais, voire de bien pire, arrive aussi en retour. Avec tous ceux qui sont directement ou indirectement impliqués dans ce crime, le vol ne se divise pas en grand ou petit. Peu importe combien on a volé, le fait ne change pas. Un voleur reste un voleur. Les meurtres ne sont jamais insignifiants. Si l'un des nôtres est tué, nous devons frapper si fort que les suivants aient peur rien qu'à l'idée de recommencer. C'est, de mon point de vue, la seule façon de répondre. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre, je ne peux même pas l'imaginer. Une réponse proportionnée, c'est aussi absurde que, je ne sais pas, tendre l'autre joue ou aimer les enfants de son prochain comme les siens. Je ne sais pas, c'est impossible. C'est ça une réponse proportionnée. C'est la garantie de la mort de nos garçons et de nos filles à l'avenir. Si vous voulez savoir en quoi la doctrine de Trump diffère de ce que l'Amérique faisait auparavant, en promettant que si ceci, alors cela, et ainsi de suite. Et elle ne faisait rien ou essayait de répondre de manière politiquement correcte et proportionnelle, comme si elle disait « Notre citoyen vaut autant que votre terroriste, pas un centime de plus ». Les Israéliens ont déjà fixé la valeur d'un citoyen lors des négociations avec les terroristes pour le sergent Gheladi. 1027 Arabes ont été libérés de prison. À partir de ce moment-là, le taux d'échange d'un Israélien a été fixé. Pour un Juif tué, Israël avait le droit moral de tuer 1027 habitants arabes des pays voisins. Bien sûr, si eux-mêmes se réjouissaient qu'on en compte que les tours jumelles aient été détruites à New York et que 3000 personnes aient péri. L'Amérique, avant Trump, ne calculait pas encore la valeur d'un Américain. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut compter les Juifs américains au même prix que les Israéliens, par exemple, ou s'il faut introduire une nouvelle formule. En Syrie, près de la ville de Palmyre, des militaires américains patrouillaient conjointement avec les forces syriennes, la version en chaîne du Pentagone. C'était une embuscade tendue par un membre armé de Daesh, soupçonné depuis longtemps d'avoir des opinions extrémistes, mais qui n'avait pourtant pas été renvoyé de la police locale. Il avait en main une arme qui lui avait été officiellement remise par les autorités syriennes. Il est presque impossible de distinguer à l'œil nu qui est un allié et qui est un ennemi. Les mêmes unités peuvent coopérer avec nous sur un secteur tout en combattant nos partenaires sur un autre secteur. Les ennemis restent toujours les mêmes, les restes de Daesh, les milices chiites pro-iraniennes et les soi-disant partisans envoyés par la Turquie, qui combattent entre les Kurdes, alliés des États-Unis. En Syrie. Il n'y a pas de distinction claire entre nos bons combattants et leurs mauvais combattants. Bien sûr, je ne propose pas de tuer 3000 personnes pour 3 morts. Je parle de 3000 Syriens. Oui, il s'agit bien sûr de détruire les camps, les entrepôts, les communications, ainsi que les commandants, et pas seulement les exécutants. Le monde entier doit savoir que si vous touchez au nôtre, vous recevrez automatiquement une frappe contre toute votre infrastructure et contre tous ceux qui vous aident. Et jamais, si jamais il se passe quelque chose, dès que nous découvrons quelque chose, dès que nous savons qui c'était, qui est impliqué et comment répondre de la manière la plus douloureuse, nous le faisons immédiatement. La réponse, ce sont des règles claires.
compréhensible pour tous et obligatoirement annoncé lisant à l'avance. Dans quelques minutes, nous allons aborder ensemble la question la plus douloureuse. Où se trouve la limite entre la peur justifiée de la punition et l'escalade insensée? Et la clé de cette question, comme je l'ai déjà dit, ce sont des règles claires et annoncées à l'avance. Pendant la guerre à Gaza en 2023, les proxys iraniens ont mené plus de 170 attaques contre des bases américaines situées en Syrie, en Iran et en Jordanie. L'administration de Biden nous a tous appelés à une réaction mesurée et à essayer de répondre, seulement de manière ciblée, comme il le disait. Les attaques ont continué et se sont intensifiées, naturellement, jusqu'à ce que le nombre d'incidents devienne tout simplement un prétexte pour une frappe de grande ampleur. En février 2024, la même année, 2023, le Hezbollah a commencé à utiliser de petits drones contre Israël. Les États-Unis ont exigé de la retenue de la part d'Israël. Le Hezbollah a ressenti, comme on nous l'a dit, une fenêtre d'opportunité et est passé à l'utilisation de drones transportant déjà des missiles. Et maintenant, les frappes visent déjà des cibles importantes à l'intérieur d'Israël, y compris une frappe contre le grand aérostat Tal Shamaim. D'après l'expérience, nous comprenons que le monde ne respecte que ceux qui frappent immédiatement et qui frappent très fort. Lorsque nous sommes attaqués, l'idée de ne surtout pas trop énerver ceux qui nous attaquent conduit à de nouvelles destructions et à des meurtres. Il faut immédiatement briser la main qui a essayé de nous frapper. Une réponse de 100 pour 1 ou de 1000 pour 1, ce n'est pas une escalade, cela doit devenir la règle de notre comportement. Très bientôt, nous arriverons à la conclusion de ce à quoi devrait ressembler la nouvelle doctrine américaine de punition, car il ne s'agit pas simplement d'une doctrine de réponse, mais d'une doctrine de punition. C'est-à-dire une réponse absolument démesurée, non équilibrée et disproportionnée, en aucun cas proportionnée, la seule réponse correcte à l'ennemi et au meurtrier. Pourquoi Obama et Biden n'ont-ils pas répondu rapidement ? Pour un homme politique de gauche, à entendre il est important de ne pas paraître agressif. C'est pourquoi les gens de gauche ont toujours peur des étiquettes. Une vengeance inconcevable, un crime de guerre. Par exemple, en ce moment, les anti-Trump amplifient de l'affaire des 2 tirs sur des personnes, sur des trafiquants de drogue qui transportaient de la drogue en bateau vers l'Amérique, au large des côtes du Venezuela. Toutes les affaires se sont déroulées, soi-disant, après la première explosion, ils ont arrêté le bateau, et la deuxième attaque, c'était déjà un crime de guerre. Hésiter et exiger la proportionnalité profite à ceux qui craignent non pas l'ennemi, mais le prix à payer. L'escalade, c'est-à-dire la chute de la cote de popularité, son propre scandale international, les accusations de la part des adversaires politiques de racisme, voire, Dieu nous en préserve, d'islamophobie. Il a tiré 2 fois au lieu d'une, il est donc islamophobe. Et ainsi de suite. Des absurdités, donc les bureaucrates et les militaires qui pensent à leur carrière ne peuvent pas être qualifiés de ceux qui ont provoqué la guerre. Il est plus simple de bombarder précisément des entrepôts et de dire que c'est une réponse acceptable et proportionnée. Est-ce que cela arrêtera quelqu'un demain ou après-demain ? Non, bien sûr que non, tout le monde le sait, oui, mais chacun pense d'abord à sa propre peau. L'élite aime les guerres, leurs échecs, les vols peuvent être justifiés par des causes extérieures, mais ils aiment les guerres lentes, prolongées, de taille moyenne à grande. L'Organisation des Nations Unies, donc une organisation ratée et d'inutile, a écrit dans ses règles qu'il ne faut pas répondre trop fortement, mais ils n'ont pas expliqué ce que cela signifiera. Une violation, si tu réponds trop fortement, c'est une violation du droit humanitaire et un motif d'enquête, de sanction, de poursuite pénale.
Donc, l'exigence de proportionnalité n'a rien à voir avec l'injustice envers les morts et leurs familles et leurs proches. La suite sans ce n'est pas d'arrêter les attentats suivants, mais de minimiser le risque pour la direction et de préserver une belle image d'une guerre juste ou, comme on l'appelle maintenant, d'un conflit contrôlé. La guerre ne se termine pas quand on prononce de beaux et justes mots sur la paix, mais quand l'ennemi associe simplement dans sa tête que s'en prendre à eux coûte trop cher. Ce ne sont ni les déclarations, ni les résolutions, mais la peur d'une réponse immédiate, prévisible et très douloureuse qui arrête la prochaine balle et la prochaine explosion. Mesdames et messieurs, lorsque la réponse arrive toujours, lorsqu'elle est absolument disproportionnée, l'ennemi commence à considérer l'attaque comme un acte suicidaire. Et pas seulement son propre suicide, mais aussi celui de tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans un crime contre nos soldats, nos citoyens. Il n'y aura pas de petites frappes précises. Le jeu pour nos ennemis doit cesser d'être avantageux, les enjeux doivent devenir trop élevés pour qu'ils veuillent s'y risquer. En général, les guerres prolongées commencent par de nombreux petits épisodes, ainsi que par des réponses équivalentes et équilibrées. Une réponse catastrophique ne provoque pas la guerre. Tout le monde sait que c'est une réponse. Il faut prévenir tout le monde à l'avance, c'est notre ligne rouge. Ce n'est pas 100 morts ni l'explosion d'un avion, mais la mort de n'importe quel Américain de la main d'un assassin délibéré, voulant du mal à l'Amérique. La suite. Dans cet environnement, les guerres deviennent trop coûteuses pour les attaquants et trop coûteuses pour ceux qui veulent profiter de ce sang.